Ladies and gentlemen, welcome to the Manned Spacecraft Center. This is the Apollo 11 press conference. I'd like to introduce the Apollo 11 crew, astronauts Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin. Neil? It's our privilege today to share with you some of the details of that final month of July that was certainly the highlight for the three of us of that decade. We will use a number of films and slides which most of you have already seen, and with the intent of pointing out some of the things that we observed on the spot which may not be obvious to those of you who are looking at them here from the surface of Earth. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen, so in the future, if we want to keep doing something, we need to know why something stopped in the past that we wanted to keep it going. Money is a good thing. We didn't go there, and we didn't go there. Mike Collins, but for today, how often are you reminded of your achievement? Well, if I go out back and look up in the sky and see the moon, either I can remember where I was 20 years ago, or I can pretend I've never been there, and it works for me either way. I'm going to assume that Either I can remember where I was 20 years ago, or I can pretend I've never been there, and it works for me either way. And Mr. Armstrong, in asking you to come to the podium, may I say that millions of Americans have admired you not only for your achievement, but for the quiet dignity with which you have conducted yourself and represented not only our country, but humankind. Ladies and gentlemen, Neil Armstrong. Thank you, Mr. Vice President, Mr. President, members of Congress, fellow astronauts, ladies and gentlemen. Wilbur Wright once noted that the only bird that could talk was the parrot, and he didn't fly very well. So I'll be brief. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. There are places to go beyond belief. Those challenges are yours. In many fields, not the least of which is space, because there lies human destiny. Because there lies human destiny. We didn't
go there. Either I can remember where I was 20 years ago, or I can pretend I've never been there, and it works for me either way. Any ill effects from the Van Allen radiation belts? No. Now, I'm not sure we went far enough out to encounter the Van Allen radiation belt. Maybe we did. Le grand public ignore que très haut, au-dessus de la Terre, débutant à 1600 km d'altitude et couvrant 40 000 km, se trouvent des bandes mortelles de radiation appelées les ceintures de radiation de Van Allen. Toutes les missions spatiales habitées de l'histoire, menées par les États-Unis comme par l'Union soviétique, depuis la première en 1961 jusqu'à présent, sont toujours restées bien en deçà de ce champ de radiation mortelle. Mercury, Gemini, Soyuz, Skylab, la navette spatiale, toutes ont maintenu des altitudes bien en deçà des 1600 km, toutes sauf Apollo. Afin de survivre la traversée d'1 heure et demie de ce champ de radiation, étape nécessaire pour atteindre la Lune et en revenir, il fallait un blindage en plomb solide pour protéger les astronautes de l'exposition aux radiations externes. L'énorme fusée Saturn V, utilisée par Apollo, mesurait déjà 35 étages de haut et pesait autant qu'un navire de guerre. Ajouter un poids supplémentaire sous la forme d'une barrière en plomb entourant complètement les membres d'équipage aurait rendu le décollage de l'engin impossible. C'est pourquoi les Soviétiques, pourtant plus en avance que les Américains, se sont seulement contentés d'envoyer une sonde non habitée sur la Lune. Le blindage le plus étroit du vaisseau spatial Apollo mesurait moins de 3 mm en aluminium léger. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. The plan that NASA has is to build a rocket called SLS, which is a heavy lift rocket. It's something that is much bigger than what we have today, and it will be able to launch the Orion capsule with humans on board, as well as landers or other components to destinations beyond Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. We only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. We only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. So the moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we could go to, and we're building these building block components in order to allow us to do that eventually. Once we travel beyond low Earth orbit, the crew will be exposed to larger amounts of radiation. So we have to design both the crew protection systems and our electronic systems. No, now I'm not sure we went far enough out to encounter the Van Allen radiation belt. Maybe we did. Le président Kennedy, qui avait une formation de politicien et non de scientifique, a fixé le but irrévocable d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin des années 60. Cela dit, quelques jours seulement après que le premier homme ait passé 16 minutes dans l'espace sans même avoir réalisé une seule orbite autour de la Terre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Lift off. All right, lift off and the clock is started. Yes, sir. Reading you loud and clear. In just 6 years, they've gone from sending a single man into space for 15 minutes to planning a mission that would last 14 days, involve 3 astronauts and 2 separate spacecrafts that would have to dock together in flight while orbiting the moon.
Le président Kennedy, qui avait une formation de politicien et non de scientifique, I don't know the distance to the Van Allen radiation belt, and if we did, it wasn't a problem. If we were going to encounter it, then we would have had to build the spacecraft and the spacesuit to not give humans a problem. You don't just build something and hope it works. You study to see what the threats are, the environment is, and then you say, how thick do I have to make the metal on the spacecraft so that going through this kind of radiation or these kind of meteoroids, it won't get hurt. And then we build it that way. As pilots, the Mercury 7 were very involved in the spacecraft design. Contrary to popular belief, the relationship between the astronauts and the NASA engineers was mostly productive and positive. I mean, they were all college educated. Many of them had degrees in engineering. I don't know the distance to the Van Allen radiation belt, and if we did, it wasn't a problem. The belts are 1,000 miles to 25,000 miles above the Earth. Then we went right out through them. No effects on your cells? Didn't even know it. I don't think anybody, well, maybe somebody said you went through the radiation. Didn't even know it. I don't think anybody, well, maybe somebody said you went through the radiation. Didn't even know it. I don't think anybody, well, maybe somebody said you went through the radiation. Yeah, but we didn't feel it inside, and we didn't get any, added radiation. En 1998, la navette spatiale vola à une altitude de 563 km, l'une des plus hautes altitudes jamais atteintes, soit des centaines de kilomètres en deçà du début de ce champ de radiation si intense. Malgré la distance à laquelle ils se trouvaient, les astronautes, engoncés dans leur combinaison à l'intérieur de leur vaisseau spatial, virent à travers leurs yeux fermés des éclairs de lumière qu'ils décrivirent comme des étoiles filantes. Éclairs provoqués par le passage successif de la radiation à travers le blindage du vaisseau, à travers leur combinaison, leur crâne, mais aussi la rétine de leurs yeux fermés. CNN publia donc le compte-rendu suivant, faisant état de la surprise de la NASA. Ces électrons qui font en ce moment l'objet d'études pourraient non seulement avoir un effet important sur les satellites, ce qui s'est déjà produit dans le passé, mais pourraient également affecter les astronautes en émettant de fortes doses de radiation nuisibles à leur santé. Les électrons peuvent pénétrer à travers divers matériaux, y compris les combinaisons des astronautes, et peuvent en fait passer au travers des murs de la station spatiale et créer de fortes charges au cœur même de ces objets. Yeah, but we didn't feel it inside, and we didn't get any, added radiation. No strange occurrences. Nothing like that. The space shuttle. Go ahead. The space shuttle went to 365 miles a few years ago because I worked in news. I saw CNN. They said that the radiation belts surrounding Earth are more dangerous than previously believed because the astronauts saw shooting stars with their eyes closed just when they got within 600. Radiation belt. We saw shooting stars, but they're not shooting stars from with your eyes closed, although they look like it. If you're out in space beyond the Van Allen belt, and probably within the Van Allen belt, and close your eyes, and just pay attention. You don't notice it unless you pay attention. Then all of a sudden you'll see a little flash like a shooting star, except it's like that. There goes one this way. Then one just blossoms. And then not that fast. Maybe you wait 3 minutes or 2 minutes and one goes whoosh. Then you see them whistling by. Not on our mission, by the way, they hadn't been discovered yet. There are great ideas undiscovered. Breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. Obviously, the only shielding they had was the literally paper-thin outer hull of aluminum, and their suits consisting of glass fiber, some aluminum fibers, and silicon rubber. D'après le physicien Ralph Rennet, pour protéger les astronautes, la capsule aurait eu besoin d'un revêtement de plomb de 2 mètres d'épaisseur. It's very interesting concerning radiation that the astronauts were protected by a thin film of aluminum
when here on Earth they put a lead shield on us when they take a dental x-ray. Breakthroughs available to those who can remove one of Truth's protective layers. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. Up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Mais quelques années plus tard, Michael Collins se souvient avoir vu les étoiles et il en parle dans son livre Expédition sur la Lune. Il semble que sa mémoire s'est améliorée avec l'âge. Either I can remember where I was 20 years ago or I can pretend I've never been there, and it works for me either way. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's my question. I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. We only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. Le gouvernement aurait-il pu aller si loin et mettre au point une imposture aussi élaborée? Selon la NASA, c'est impossible. Il y avait probablement 250 000 personnes directement impliquées dans le projet Apollo et environ 500 000 indirectement. 750 000 personnes ne peuvent pas garder un secret. C'est impossible. 750 000 personnes ne peuvent pas garder un secret. C'est impossible. 750 000 personnes ne peuvent pas garder un secret. C'est impossible. Mais Bart Sibrel insiste pour dire que la plupart des employés ne savaient rien de l'imposture. Très peu de gens étaient au courant à la NASA. C'est tellement départementalisé. Quelqu'un fabrique des boulons à Houston, un autre s'occupe de ceci ou cela à Seattle ou en Floride. Personne n'a de vue d'ensemble de quoi que ce soit, à part une poignée de gens. Par son ampleur, le secret des fausses missions Apollo ne peut être comparé qu'au projet Manhattan. La construction secrète de la première bombe nucléaire au début des années 40 a impliqué 129 500 personnes sur une période de 3 ans et pourtant le secret n'avait pas été percé. Un quart de siècle plus tard, les méthodes et la technologie de l'espionnage ont certes fait des progrès, réduisant considérablement le nombre de personnes au courant d'une vaste opération clandestine. Juste une année avant la première mission sur la Lune, la NASA a lancé le satellite Tetra, spécialement conçu pour simuler l'émission de données depuis la Lune afin que les équipateurs puissent s'entraîner dans les manœuvres d'atterrissage d'une manière très similaire à la façon dont les astronautes ont répété leur mission dans leur propre simulateur. Le satellite Tetra, spécialement conçu pour simuler l'émission de données depuis la Lune. Le satellite Tetra, spécialement conçu pour simuler l'émission de données depuis la Lune. Ce satellite serait prétendument retombé sur Terre. Si ce n'était pas le cas, tout ce qui aurait été nécessaire au cours du véritable vol serait, à quelques nuances près, une simple transmission de l'un de ces programmes informatiques au satellite afin d'être retransmis jusqu'à Houston. Ceci pourrait se faire simplement en appuyant sur un bouton. Plusieurs ordinateurs et leurs opérateurs trompés recevaient ainsi des informations préalablement falsifiées, y compris l'emplacement, l'altitude supposée du vaisseau spatial et la consommation de carburant, comme si ce vaisseau spatial effectuait vraiment sa descente vers la surface de la Lune. Le fait que le programme Apollo était tellement divisé entre différents départements avec plusieurs sites de construction et de tests répartis dans tout le pays, peu de personnes avaient une vue d'ensemble du projet. Et pour la première fois, il n'y eut pas de couverture médiatique indépendante d'un tel événement historique. Toutes les images et les sons distribués au public furent strictement contrôlés et visionnés à l'avance par le gouvernement fédéral, pour être ensuite diffusés sans autre vérification jusqu'à ce jour. Car qui aurait pu penser que l'invraisemblable n'était pas seulement possible, mais absolument vrai? Si les partisans de la théorie du complot ont raison,
et que seulement très peu de gens connaissaient toute l'histoire, alors la vérité pourrait rester enterrée pour toujours. We didn't go there. S'il y a vraiment eu complot, comment la NASA a-t-elle pu organiser une aussi vaste supercherie sans que quelqu'un ne tire la sonnette d'alarme de l'intérieur? Virgil Grissom, dit Gus, fut sélectionné pour faire partie des 7 premiers astronautes. Père de famille et vétéran de plusieurs vols spatiaux, ce héros national allait sans doute être choisi pour être le premier homme à marcher sur la Lune. Mais Grissom était aussi un adversaire déclaré du programme spatial. Il aurait affirmé « Quelqu'un va être tué ». Gus was concerned that the same level of thoroughness that was a hallmark of the Mercury and Gemini programs was being compromised in favor of expediency with Apollo. The development of the new spacecraft was plagued with technical glitches. He was extremely concerned about Apollo. My folks were down at the Cape 2 weeks before the accident, and he told them that it was designed as a 2-week mission, and he said never go more than 3 orbits. At one point, I guess he had hung a lemon on one of the simulators to express his dissatisfaction with the quality in that spacecraft. The early days of the Mercury program were marred by technical setbacks and delays. The success rate of launching test rockets was 60%, and the public's confidence with the space program was on the decline. Lagging behind in the race, there was no time for rest. Gus and his fellow astronauts logged long hours trying to catch up. As pilots, the Mercury 7 were very involved in the spacecraft design. Contrary to popular belief, the relationship between the astronauts and the NASA engineers was mostly productive and positive. But some disagreements did occur. At first, the engineers had called the spacecraft a capsule, which the astronauts didn't like. And even the McDonnell Aircraft Corporation president said, you know, we're not building a pill, we're building a spacecraft. But the engineers did try to get input from the astronauts. I mean, they were all college educated. Many of them had degrees in engineering. They'd been used to testing out new procedures on aircraft as test pilots. So they got their input, including trying to have a window on the spacecraft. It seemed a little odd that they would be, you know, the first people in space and not be able to describe, you know, what space was like, and they wouldn't without a window. There was a hatch that was bolted on with 70 bolts, and the astronauts were worried that they couldn't get out in time in an emergency, and asked for an explosive hatch that could be triggered to be blown off in case there was an emergency. On July 21st, 1961, at 7:20 a.m., Gus climbed into Liberty Bell 7. The one-person spacecraft was so cramped that it was said that you didn't ride in it, but you wore it. The Liberty Bell sat 7 stories high above a Mercury Redstone rocket. The Mercury Redstone rocket, filled with 18 tons of fuel, launched Liberty Bell 7 and Gus Grissom toward space. At 118 miles above Cape Canaveral, he looked down at a mesmerizing view that only 2 other men had seen, the Earth from space. I'm trying a yaw maneuver and I'm on the way. There's such a fascinating view out the window, you just can't help but look out that way. He fired the retro rockets, positioning the spacecraft for re-entry. As Liberty Bell descended back down into the Earth's atmosphere, the G-forces increased rapidly. The spacecraft slowed and the G-forces decreased as it pierced the Earth's atmosphere. At 12,000 feet, the main chute deployed, and Liberty Bell landed safely in the Atlantic Ocean. From launch to splashdown, the 15-minute flight was an unqualified success. But after splashdown, it seemed that everything that could go wrong did go wrong for Gus. Gus bobbed up and down in the sealed spacecraft, recording switch positions in his log as he waited for the recovery helicopters to arrive. So he was sitting there when he heard a dull thud and saw the hatch skip off across the water. And immediately, of course, water started gushing into the spacecraft. Gus said he never moved as fast as he had in his life in getting out of the Liberty Bell.
and it immediately began sinking under the waves. The recovery helicopter managed to hook on to Liberty Bell 7 and actually started pulling it out of the water. But unfortunately for the helicopter pilot, he received a warning light on his engine panel that there was going to be an engine failure on his helicopter, and so he had to cut loose the Liberty Bell 7 and it sank to the bottom of the Atlantic Ocean. While all this was going on, Gus was treading water and sinking lower and lower under the waves. Waves would break over him. He swallowed a lot of seawater. He had closed his neck dam on the suit, but he had forgotten to close one of the valves on the bottom of the suit. So he was taking on water, and he said it's getting harder and harder to stay afloat. And he kept waving to the helicopters, and they kept thinking he's okay, and he wasn't. He was about ready to drown. He was wondering, you know, I'm going to sink below the waves in front of all these people. Fortunately for him, a second helicopter had come by, dropped the horse collar, and he swam hard, got into it, and was winched aboard. An official inquiry into the hatch self-triggering corroborated Gus's story and found him not to be at fault. But without the major piece of evidence, the spacecraft, the report failed to eliminate doubt for some within NASA and among the test pilot fraternity. A harmless and honest admission to a reporter that he was scared only fueled the speculation that Gus panicked and blew the hatch prematurely. I was angry about the way it was handled, because knowing Gus, if he said he didn't do it, he didn't do it. I thought it was always a little ridiculous to think that he would panic. You know, here's a man that had flown 100 combat missions in Korea. He'd just been sitting on a rocket and blasted into space. He'd come through re-entry, and now he's sitting down in the water. You would think this is all over. Would you panic at that point in time? It just never did make any sense to me. The debate was finally put to rest when Liberty Bell 7 was salvaged from the bottom of the Atlantic Ocean in May 1999. All evidence from the Liberty Bell restoration supported Gus's story that the hatch blew without being triggered. Malheureusement, les pires craintes de Grissom se sont réalisées. Le 27 janvier 1967, 2 ans avant le premier alunissage, Grissom et son équipe embarquèrent dans la capsule Apollo 1 pour une simulation grandeur nature. Les problèmes ont commencé presque immédiatement. D'abord avec les systèmes de communication. You copy? No, I didn't read you, Chuck, at all. I can't read you, Chuck. You want to try the phone? Hey, how do I get the moon? We can't talk between 3 buildings. Hey, how do I get the moon? We can't talk between 3 buildings. I can't hear a thing you're saying. Tout d'un coup, la capsule s'enflamme avec les astronautes enfermés à l'intérieur. Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee ont perdu la vie avant même de quitter la rampe de lancement. They attempted to open the hatch, but unlike the Mercury and Gemini spacecraft, Apollo was not equipped with an explodable hatch. The cumbersome process would take minutes, and they only had seconds. Before they could get out, the fire actually burned through their air hoses, and the poisonous gases inside the spacecraft asphyxiated them. There was a hatch that was bolted on with 70 bolts, and the astronauts were worried that they couldn't get out in time in an emergency, and asked for an explosive hatch that could be triggered to be blown off in case there was an emergency. Well, it was a tremendous shock. You know, you might have expected that if they were in orbit, but to have that happen on the ground was just unbelievable. And it was just really a shock to think that, you know, this could happen like it did. La famille de Gus Grissom pense que l'incendie d'Apollo 1 n'était pas un accident. Je crois que c'était un sabotage volontaire.
Je me demande encore ce qu'on a découvert au cours de l'enquête sur l'accident et ce qu'on en a fait, si la CIA était impliquée ou le FBI ou d'autres. Mais je sais que c'était volontaire. La famille de Grissom ne sait pas qui est responsable de sa mort ni pourquoi ça s'est passé. Mais ils disent que la NASA est au courant. Vous savez, Gus a donné sa vie pour ce programme et je pense que c'est à la NASA de nous donner une réponse directe sur ce qui s'est vraiment passé. La cause de l'incendie reste mystérieuse et la capsule est toujours sous-scellée dans une base militaire. Mais Grissom ne fut pas le seul adversaire du projet Apollo à rencontrer une mort aussi suspecte que prématurée. Thomas Ronald Barron était inspecteur de la sécurité pendant la construction d'Apollo 1. Après l'incendie, Barron a affirmé devant le Congrès que le projet Apollo était tellement mal en point que les États-Unis n'arriveraient jamais sur la Lune. Il soutenait que ses opinions faisaient de lui une cible. Has there been any pressure on you by NASA? Nothing. My wife and I were somewhat harassed at home when this first thing broke some time back, but it's going away now. Lors de son témoignage, Barron présenta un rapport de 500 pages donnant le détail de ses découvertes. On craignait vraiment que le programme soit étouffé dans l'œuf. Exactement une semaine après avoir témoigné, la voiture de Barron fut écrasée par un train. Barron, sa femme et sa belle-fille furent tués sur le coup. Le rapport Barron a disparu mystérieusement et jusqu'à ce jour on ne l'a pas retrouvé. Mais le projet Apollo n'a pas cessé, ni les morts prématurées. Entre 1964 et 1967, pas moins de 10 astronautes ont perdu la vie dans des accidents étranges, ce qui représente 15% des astronautes de la NASA. Pour garder un secret bien protégé, on doit éliminer toutes les personnes qui sont capables de le révéler. President John F. Kennedy. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. Nous nous rendons compte maintenant que la raison pour laquelle Neil Armstrong n'a jamais accordé d'entretien filmé est peut-être parce qu'il ne veut plus mentir. Quelle menace aurait été proférée contre des hommes aussi respectables ou contre leur famille pour s'assurer de leur coopération réticente et plus tard du silence sur cette heure encore sombre de l'histoire américaine. It was our pleasure to have participated in one great adventure. It's an adventure that took place not just in the month of July, but rather one that took place in the last decade. We all here and the people listening in today had the opportunity to share that adventure over its developing and unfolding in the past months and years. It's our privilege today to share with you some of the details of that final month of July that was certainly the highlight for the three of us of that decade. We're going to divert a little bit from the format of past press conferences. We will use a number of films and slides which most of you have already seen.
Le plus haut responsable de la NASA, James Webb, démissionna sans donner d'explication, quelques jours seulement avant la première mission Apollo. Pourquoi alors qu'il était sur le point d'accomplir la plus grande réalisation de sa carrière? Les 3 astronautes d'Apollo 11 ont tous démissionné peu de temps après leur retour. En fait, plus de 30 ans après cet événement, mis à part la conférence de presse initiale de la NASA et les quelques brefs discours occasionnels faits lors de l'anniversaire des événements, au cours desquels peu de questions étaient autorisées. Il n'a jamais accordé d'interview filmée à personne, à aucun moment. Mais si les missions Apollo étaient vraiment simulées, comment a-t-on pu mener à bien une pareille imposture? Les astronautes sont partis avec Saturne V. Ensuite, et cela explique leur disparition, ils sont juste restés en orbite autour de la Terre pendant 8 jours. Et pendant ce temps-là, on a montré ces images truquées d'astronautes sur la Lune. Mais le 8e jour, la capsule de commande s'est séparée du véhicule et a atterri, comme on a bien sûr pu le voir en image. Parmi toutes les bandes filmées d'Apollo 11, demandées à la NASA pendant une période de 5 ans, nous avons découvert un joyau, un vieux rouleau de pellicule reçu par erreur. Il contient des images brutes, non éditées, de l'équipage d'Apollo 11. Ce document en couleur montre Michael Collins, Edwin Aldrin Jr. et Neil Armstrong en train de répéter une partie de leur mission pendant près d'1 heure. Il contient également des enregistrements audio exceptionnellement clairs, des discussions en coulisses sur les techniques utilisées afin de produire une image truquée représentant la Terre à distance dans le but de convaincre le téléspectateur de l'authenticité d'un voyage au-delà de l'orbite terrestre et de la possibilité pour les astronautes de survivre au passage du champ des radiations des ceintures de Van Allen. Il est impossible de penser que la répétition ait eu lieu pour une autre raison avant la mission. Le rouleau est lui-même découpé par la claquette cinématographique et il est daté des 18, 19 et 20 juillet 1969. Les jours de la mission, où ils étaient censés approcher et atteindre l'orbite de la Lune. De plus, il est évident qu'ils se trouvent dans une véritable gravité zéro à bord du véritable vaisseau spatial, détail nécessaire pour convaincre les médias de l'authenticité du voyage, mais certainement pas plus loin que l'orbite de la Terre, comme vous allez le voir. Dans cette bande, totalement inédite, non seulement la conversation radio entre les astronautes et la salle de contrôle de Houston est audible, mais il y a également en arrière-plan une conversation privée entre l'équipage et un mystérieux souffleur qui rappelle aux astronautes ce qu'ils doivent dire, quand ils doivent parler et comment manipuler la caméra pour obtenir le trucage recherché. La NASA affirme que les transmissions de Houston étaient les seules à parvenir aux astronautes. Écoutez maintenant la salle de contrôle à Houston lancer une conversation avec l'équipage. Il est évident que les astronautes sont trop préoccupés par les trucages en coulisses pour répondre. Quelques instants passent et l'erreur est relevée par une troisième personne mystérieuse qui les appelle rapidement et leur dit « Parlez ». Immédiatement après, Neil Armstrong parle. Hello, Apollo 11. Houston, Goldstone says that the TV looks great. Over. Okay, Roger. We're coming in on Earth. Une fois de plus, ils essayent de créer l'illusion que la Terre se trouve à une grande distance pour prouver l'authenticité de leur voyage et leur capacité à survivre aux ceintures de radiation de Van Allen. Il ne faut pas oublier non plus que seulement 20 secondes environ de ces images brutes ne furent jamais diffusées au public et que ces conversations sur la supercherie étaient censées rester privées. Elles le sont restées jusqu'à présent. Ici, ils discutent du fait que ces transmissions télévisées ne furent pas diffusées en direct, contrairement à ce que tout le monde a cru. Elles étaient tout d'abord visionnées et éditées pour être diffusées en différé plus tard. Roger, Neil. We just wanted a narrative such that we can, when we get the playback, we can sort of correlate what we're seeing. Thank you very much. Ici, ils discutent du fait qu'ils ont éteint les lumières et ont bloqué ainsi la pénétration de la lumière du soleil dans le vaisseau spatial par les autres fenêtres afin d'empêcher tout reflet d'éclairer le mur du vaisseau au premier plan.
cut out the sun coming in some of the other windows into the spacecraft, so it's looking through the number one window, and there isn't any reflected light. En réalité, ils firent cela pour que la vérité de l'affaire ne soit pas révélée. Cette vérité, la voici. Bien que le gouvernement fédéral veuille vous faire croire qu'il s'agit d'une vue de la Terre depuis la fenêtre du vaisseau spatial en phase d'approche de la Lune, ce n'est pas le cas. Ils ont ingénieusement placé la caméra à l'arrière du vaisseau spatial et centré l'objectif sur une fenêtre circulaire au premier plan, à l'extérieur de laquelle on peut voir la Terre en orbite basse. La circonférence de la fenêtre semble donc être le diamètre de la Terre vu de loin, et les murs foncés du vaisseau font croire au vide sidéral qui l'entoure. C'est pourquoi ils voulaient que l'intérieur soit sombre et empêcher le soleil de pénétrer par les autres fenêtres. Ici, vous pouvez voir que cette fenêtre a une épaisseur de près de 5 cm à sa base. C'est parce que le rayonnement de la Terre pénètre à l'intérieur par le bas. Cela provoque également la forme irrégulière de la Terre parce que vous voyez l'extérieur de la fenêtre en bas et l'intérieur de la fenêtre en haut qui, ensemble, forment deux moitiés de taille différente d'un même cercle. Par la suite, cette prise ne fut jamais utilisée. Voici un plan dont ils pensaient qu'il n'était pas filmé et encore moins bon à diffuser parce que l'objectif faisant un zoom arrière et révèle à l'intérieur avec les astronautes au travail. Apparemment, le bouton arrêt de la caméra s'est relâché sans que personne ne s'en rende compte. Voici la lumière diffuse de travail qu'ils utilisaient pour voir les boutons de contrôle de la caméra, mais pas pour éclairer le mur du vaisseau spatial. Finalement, le diaphragme s'ouvre et par la fenêtre, vous voyez l'emplacement de la caméra et la Terre très brillante et toute proche. Voici la claquette cinématographique du 19 juillet et le même trucage le 19 juillet. Puis, le 20 juillet, et la même image truquée le 20. Puisque les missions ultérieures des 40 mois suivants utilisèrent le même équipement, aucune d'entre elles n'a donc pu atteindre la Lune. Ils ont seulement amélioré leur habilité à mettre en scène ces missions. Le 20 juillet 1969, le module d'excursion lunaire, le LEM, emmena des astronautes jusqu'à la surface de la Lune. Quelques mois seulement avant cet événement historique, un prototype de LEM faisait un vol d'essai sur la base de l'armée de l'air d'Ellington. Pendant que des caméras de la NASA enregistrent le vol d'essai, Neil Armstrong se débat avec un engin indomptable. Finalement, à 100 mètres d'altitude, il finit par perdre le contrôle de l'appareil, mais réussit malgré tout à s'éjecter au dernier moment. Le module était déjà instable et difficile à piloter dans un environnement terrestre familier. Comment aurait-il pu alors se poser parfaitement sur le terrain inconnu de la Lune? Le LEM avait un seul moteur principal. Et à part ça, il était muni d'un petit réacteur de propulsion et de 2 ou 3 petits réacteurs de poussée au-dessus. Les astronautes étaient censés contrôler l'altitude pendant la descente. Eh bien, je vais vous dire un secret. Si quelqu'un avait bougé d'un poil dans la cabine, ça aurait affecté l'équilibre des poids. Et elle se serait mise à basculer et à tourner sur elle-même. Les objections présentées par ceux qui pensent que l'alunissage était une imposture sont très élaborées. Et elles doivent l'être pour défendre une théorie pareille. Le fait que l'alunissage n'ait pas créé de cratère est pour moi l'une des preuves les plus concluantes en faveur de l'imposture. Quelqu'un a apparemment oublié de créer un cratère de mise à feu sous le moteur de poussée de plus de 4500 kg du module lunaire. Pourtant, durant les tests au sol, on s'était vivement inquiété du risque que le véhicule spatial aurait pu tomber dans le trou créé par le moteur lors de sa descente. En fait, aucun cratère n'est visible lors des 6 alunissages.
Mais Paul Field, spécialiste en LEM, dit pouvoir nous expliquer pourquoi le module lunaire n'a pas créé de cratère en se posant sur la Lune. La force émise par les réacteurs lors de la descente est environ de 700 à 1000 kg. Ça fait seulement voler de la poussière, ça ne fait rien brûler. S'il s'était vraiment posé sur la Lune, cette poussière serait ensuite retombée. Or, on n'observe pas la moindre trace de poussière sur les pieds du module lunaire. Dans ces agrandissements, on dirait que le module lunaire a simplement été placé là. Il n'y a même pas le moindre grain de poussière lunaire sur la plateforme d'atterrissage. Tous les vols spatiaux suivants se devaient donc de présenter la même anomalie, laquelle fut expliquée par l'effet de l'absence d'atmosphère. Ça fait seulement voler de la poussière. D'après Kaysing, les alunissages étaient en fait filmés en plein désert du Nevada, dans une base militaire secrète connue sous le nom d'Air 51. L'Air 51 est l'un des sites les plus secrets des États-Unis. Si on y pénètre à la recherche d'informations, on peut très bien être descendu sans autre forme de procès. Des photos de l'Air 51 prises par un satellite espion russe révèlent non seulement une série de hangars qui ressemblent à des studios de cinéma, mais aussi des portions de terrain désolées qui ressemblent à la Lune et sont comme par hasard couvertes de cratères. Comparez cette photo d'un cratère lunaire officiellement prise depuis l'orbite de la Lune par Apollo 10 avec cette photo satellite d'un cratère de l'Air 51. Les astronautes eux-mêmes ont remarqué la ressemblance entre les terrains. La célèbre image d'un homme faisant ses premiers pas sur la Lune. L'une des plus marquantes de notre histoire. Mais pourquoi des images d'une telle importance sont-elles si floues et difficiles à voir? La NASA impute ses résultats à la technologie des années 60. Si l'on revient en arrière, la vidéo de la mission Apollo 11 est de bien mauvaise qualité selon nos standards actuels. Ce sont des images spectrales qui n'ont pas l'air très réelles. Cela est dû au transmetteur et à la caméra dont on disposait à l'époque pour la mission Apollo 11. Ces images, rarement diffusées à la télévision, montrent clairement que l'équipage d'Apollo 11 a emporté avec lui dans sa mission une caméra vidéo couleur de haute résolution. Pourtant, les seules images diffusées en direct depuis la surface de la Lune furent celles tournées avec une caméra noir et blanc, de faible définition. En fait, les chaînes de télévision se sont plaintes parce qu'en plus de cela, elles étaient forcées de filmer les images depuis un téléviseur de projection d'une technologie vieille de 30 ans et parce qu'elles n'étaient pas autorisées à filmer en source directe, ce qui dégrada encore la qualité et la clarté des images. Peut-être était-ce précisément l'effet recherché par la NASA et le gouvernement fédéral. Après tout, c'était une première. Peu importe l'endroit où il se trouvait, il valait mieux commencer la première mission avec des images troubles et de nombreuses coupures que de montrer trop de détails d'une scène truquée. Apparemment, les astronautes se déplacent dans la pesanteur lunaire, qui est 6 fois plus faible que celle de la Terre. Il est relativement facile de reproduire la sensation de rebond et de flottement dans les mouvements des astronautes grâce au ralenti. Vous regardez des scènes qui ont été diffusées il y a plus de 30 ans. Maintenant, regardons-les à nouveau à une vitesse 2 fois plus rapide. On s'aperçoit qu'en fait, les astronautes sont toujours sous l'emprise de la gravité terrestre et qu'ils ne quittent pas plus le sol qu'ils ne le feraient sur Terre. Même chose avec le patrouilleur lunaire. En accéléré, on dirait qu'il se déplace sur Terre. Mais une autre question est particulièrement troublante.
S'il n'y a ni air, ni vent sur la Lune, pourquoi ce drapeau flotte-t-il? Et cela au moins 2 fois sur la Lune dépourvue d'atmosphère. Ici, le monteur a coupé la bande pour passer à un plan fixe du drapeau juste au moment où l'effet devient visible. Cette prise n'a pas été vérifiée, ce rare clip obtenu il y a plusieurs décennies ne fut jamais rediffusé par peur des progrès cinématographiques qui auraient décelé cette anomalie. Et les photographies, que nous disent-elles? Nos recherches tentent à montrer que les images des missions Apollo ne sont ni authentiques ni justes. Pour nous, les images d'Apollo sont truquées. Elles sont remplies d'invraisemblances et d'anomalies. Principal problème, l'éclairage. Sur la Lune, la seule source de lumière pour les astronautes était le Soleil. Ils n'avaient pas d'éclairage supplémentaire, pas de flash, rien de ce genre. Et pourtant, dans cette photo prise par Apollo 14, les ombres sont projetées dans des directions différentes, suggérant plusieurs sources de lumière. Les ombres des rochers au premier plan auraient dû s'étendre d'est en ouest, comme l'ombre du Lem. Dans cette photo prise par Apollo 17, les ombres s'étendent aussi dans des directions différentes. Lorsque les objets sont éclairés uniquement par le Soleil, comme sont censées l'être toutes les scènes sur la Lune, le matériel d'éclairage est non seulement impossible à utiliser, il est également inutile en plein soleil, et dans ce cas, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, toutes les ombres sont parallèles les unes aux autres et ne se croisent jamais, comme l'illustre cet exemple. Sur les photographies rarement vues, obtenues auprès d'un site d'archives de la NASA, rarement utilisées, il est clair que ces scènes sont éclairées à l'aide d'une lumière artificielle. Ces ombres, qui se dessinent selon des angles différents, prouvent le recours à une seconde source de lumière. De plus, le Soleil ne pourrait causer une tache de lumière isolée comme celle-ci. Seule une lumière artificielle le pourrait. Là encore, des ombres qui se croisent et une autre tache de lumière. Et la même chose encore, ici et là. Il est simplement impossible que cette image ait été prise sur la Lune à la lumière du Soleil. Ce ne sont pas seulement les ombres qui révèlent l'utilisation de lumières artificielles, mais aussi ce qui a été photographié dans les ombres. Ici, les ombres apparaissent aussi noires que dans un four. Et pourtant, là, alors qu'il est complètement dans l'ombre, l'astronaute est éclairé comme un sapin de Noël. Comment se fait-il qu'il ne soit pas drapé d'obscurité? Voici la même manœuvre lors d'une autre mission Apollo. Ici aussi, l'astronaute est fortement éclairé dans ce qui est de toute évidence une ombre obscure. Et dans cette image-ci, le Soleil est juste derrière l'astronaute, le contour de sa silhouette devrait être imprécis, et pourtant on reconnaît les moindres détails de son costume. On dirait qu'il est sous un projecteur. Je ne peux pas l'expliquer. Ça m'échappe. Dans cette image où le Soleil est derrière le module lunaire, l'avant du vaisseau est clairement visible. Les mots « United States » sont clairs et nets. Comment ces images à contre-jour peuvent-elles être si précises? Parce qu'il y a plus d'une source de lumière, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas sur la Lune. Mais la NASA réfute tous ces arguments. On conteste beaucoup l'authenticité des photos prises par Apollo. Et les objections sont si nombreuses que ce serait une vraie perte de temps de répondre à chacune d'entre elles. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi certaines de ces images, prises à des moments différents et en des endroits différents, présentent-elles un arrière-plan identique? Ces deux photos semblent avoir les mêmes montagnes pour toile de fond. Et pourtant, le module lunaire n'est présent que sur l'une d'entre elles. Ce qui est tout simplement impossible puisque le LEM ne s'est jamais déplacé et que sa base est restée sur la Lune. Certains pensent que la même toile de fond a été utilisée pour prendre deux photos tout à fait indépendantes. Les mêmes incohérences apparaissent dans la vidéo. La meilleure preuve, ce sont les anomalies picturales dans les photographies du voyage sur la Lune. Dans l'une des photos d'Apollo 16, on a la même vue de la même colline à 2 jours d'intervalle.
Cette vidéo a été prise lors de la première des excursions lunaires d'Apollo 16. Et celle-ci, le jour suivant, à un autre endroit. La NASA prétend que le deuxième site était à 4 km, mais si l'on superpose les deux vidéos, les sites se révèlent identiques. C'est juste une erreur de montage. Il y a toutes sortes d'accusations, des plus sophistiquées aux plus ingénues. Il y a des arguments qui sont optiquement faux, physiquement faux, scientifiquement faux, historiquement faux. Il y a beaucoup d'âneries là-dedans. Il y aura toujours des gens pour croire aux théories les plus saugrenues. Et l'idée que je ne sais comment nous aurions pu simuler une expédition lunaire est assez saugrenue. Je ne peux pas être sûr à 100% que les hommes de la mission Apollo aient marché sur la Lune. Brian O'Leary était astronaute à la NASA dans les années 60 et il fut employé comme conseiller scientifique pendant les missions lunaires Apollo. Il est possible que les hommes de la NASA aient monté l'affaire de toutes pièces, juste pour s'assurer d'être officiellement les premiers à aller sur la Lune. And that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen. Un objectif à ce point important que les États-Unis se crurent obligés de monter cette supercherie. Pour trouver la réponse, nous devrons revenir 40 ans en arrière, à une époque où l'Amérique et l'Union soviétique étaient embourbées dans la lutte pour la domination du monde. Les gens pensaient que le pays qui gagnerait la course à l'espace gagnerait la guerre froide. Et gagner cette course, c'était arriver les premiers sur la Lune. C'était une époque d'hystérie nationale. Le 4 octobre 1957, les Soviétiques ont terrifié l'Amérique en mettant en orbite Sputnik, le premier satellite de l'histoire. Le New York Times a dû publier un article expliquant aux Américains qu'ils ne transportaient pas de bombes nucléaires pouvant être larguées sur une ville depuis cette altitude. La peur de l'apocalypse nucléaire s'est renforcée dans l'opinion publique américaine lorsque les communistes ont pris la tête de la conquête spatiale. Lorsqu'ils envoyèrent également le premier homme, l'envoi du premier équipage de 3 hommes et pour la toute première fois la mise sur orbite simultanée de 2 vaisseaux spatiaux, l'inquiétude fit place à la peur, puis à l'horreur, tandis que les États-Unis voyaient leur ennemi communiste réaliser toutes ces premières sans aucun espoir de jamais les rattraper. Le porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé au Congrès que nous pouvions être menacés d'extinction. Beaucoup craignaient que le but final de l'Union soviétique soit de poser une base de lancement de missiles sur la Lune. Au même moment, le programme spatial américain battait de l'aile. Les chances d'atteindre la Lune et de revenir sur Terre sain et sauf étaient de l'ordre de 0,0017%. Autrement dit, c'était pratiquement impossible. Monsieur le Président, un membre du Congrès a fait part aujourd'hui de sa lassitude de voir les États-Unis à la traîne de la Russie dans le domaine spatial. J'imagine qu'il exprime ainsi un sentiment partagé par beaucoup. Dans quelle mesure est-il possible que nous rattrapions et peut-être même dépassions la Russie dans ce domaine? Quel que soit le degré de lassitude de chacun, et personne n'est plus excédé par cette situation que moi-même, il est clair que cela va prendre un certain temps et que nous devons nous faire à cette situation. Ils ont réussi à fabriquer ces grosses fusées d'appoint qui leur ont permis d'être les premiers à lancer Sputnik et à envoyer un homme dans l'espace. Nous allons être en mesure, je l'espère, de mener à bien nos efforts cette année tout en portant l'attention nécessaire à la sécurité de l'homme qui sera choisi pour cette mission. S'il était impossible de battre les Soviétiques dans la course à l'espace, qui était de facto une course aux armements technologiques, que pouvait-on faire ? Comment l'Amérique parviendrait-elle à déjouer la menace d'un armement supérieur? Dans toute l'histoire des rivalités et des guerres, d'ingénieux généraux, à la tête d'armées plus faibles que celles de leurs adversaires, ont eu recours à la ruse et la désinformation pour remporter la victoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, des colonnes de chars gonflables furent disposées loin de la Normandie pour attirer les forces allemandes loin du véritable lieu du débarquement. Le programme de défense de la guerre des étoiles a truqué des tests pour faire croire que le programme était plus avancé qu'il ne l'était vraiment.
L'objectif était de tromper l'Union soviétique sur les capacités militaires américaines. De toute évidence, il n'était pas possible de ne tromper que les soviétiques sur les capacités stratégiques américaines pendant les années 60, tout en parvenant à informer secrètement 200 millions d'Américains de la vérité. Afin de convaincre les soviétiques que les États-Unis disposaient de la capacité d'aller sur la Lune, tout le monde devrait y croire aussi. President John F. Kennedy. The facts of the matter are that this nation's foes have openly boasted of acquiring through our newspapers information they would otherwise hire agents to acquire through theft, bribery, or espionage. That details of this nation's covert preparations to counter the enemy's covert operations have been available to every newspaper reader, friend and foe alike. That the size, the strength, the location, and the nature of our forces and weapons, and our plans and strategy for their use have all been pinpointed in the press and other news media to a degree sufficient to satisfy any foreign power, and that in at least one case, the publication of details concerning a secret mechanism whereby satellites were followed required its alteration at the expense of considerable time and money. The newspapers which printed these stories were loyal, patriotic, responsible, and well-meaning. Had we been engaged in open warfare, they undoubtedly would not have published such items. But in the absence of open warfare, they recognized only the tests of journalism and not the tests of national security. And my question tonight is whether additional tests should not now be adopted. That question is for you alone to answer. No public official should answer it for you. No governmental plan should impose its restraints against your will. But I would be failing in my duty to the nation in considering all of the responsibilities that we now bear and all of the means at hand to meet those responsibilities if I did not commend this problem to your attention and urge its thoughtful consideration. De plus, il y allait de la fierté d'une nation et de l'objectif de créer un martyr, sans mentionner la contestation grandissante à l'intérieur du pays contre un gouvernement qui envoyait des dizaines de milliers de vies à la mort dans une guerre étrangère marquée du sceau de la contradiction et de l'ambiguïté. De plus, le programme Apollo avait déjà coûté des milliards de dollars. S'il ne parvenait pas à atteindre son objectif après un tel investissement, il représenterait à coup sûr une pilule très difficile à avaler pour les contribuables. Le coût du programme, dont le seul objectif était d'être les premiers à planter un drapeau sur un caillou sans vie, situé dans la banlieue de la Terre, est de 135 milliards en dollars constants. Avec une marge de profit de simplement 7%, cela équivaudrait à un profit de plus de 9 milliards de dollars pour les entreprises choisies par leurs amis de la NASA. Si l'engin se contentait de n'atteindre que l'orbite terrestre, comme l'avait déjà fait les missions précédentes, la fabrication d'autres éléments n'aurait pas été aussi coûteuse, et encore plus de profit aurait pu être réalisé. 135 milliards peuvent nourrir 2 millions de personnes pendant leur vie entière. Ils peuvent également financer la construction de 2 millions de logements de 3 pièces. Quel est le prix de 3 engins motorisés lunaires en dollars d'aujourd'hui? Près de 60 millions de dollars chacun, bien qu'ils contiennent moins de pièces qu'une Jeep. Où allait donc tout cet argent?